Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers artéphiles ou artésiens, je ne sais plus comment vous nommer. Et vous, jeunes poteaux, oui. Bonsoir autour de la table. L'actualité, vous le savez, c'est le compte à rebours 4 jours avant le vote de confiance décisif demandé par le Premier ministre François Bayrou aux députés de l'Assemblée nationale. La crise politique est de plus en plus aiguë et les représentants du Rassemblement national, en cas de dissolution, se voient déjà aux portes du pouvoir. Je pense que rien de sain et rien de stable ne peut émerger dans cette situation et que, me semble-t-il, la seule situation pour permettre au pays de retrouver une majorité solide et donc un cap clair à l'Assemblée nationale, c'est évidemment de revenir devant les Français. Mon devoir, c'est de m'y préparer. Le RN pourrait-il être aux yeux d'une majorité de Français l'ultime recours à la crise politique que nous vivons, le parti qu'on n'a pas encore essayé? On en débattra ce soir avant de vous retrouver dans la troisième partie de l'émission, Marie Bonisseau et Xavier, et on va évoquer, je crois, un anniversaire. C'est ça, impressionnant défilé militaire hier à Pékin, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vu de la Chine, Xi Jinping a reçu son homologue russe Vladimir Poutine et le nord-coréen Kim Jong-un. Mais pourquoi ce choix du 3 septembre? C'est vraiment un choix chinois, on va décrypter les dates tout à l'heure. Et vous, Marie? J'ai fait une petite devinette pour vous faire deviner mon sujet. Le point commun entre Amélie Poulain, André Breton et ma carte d'identité. C'est carré. Les photomatons, c'est leur anniversaire aussi. Fêtent leurs 100 ans. Ah, mais c'est plus pacifique, ça. On en parle tout à l'heure. Et pour commencer, place à Cédric Sapin-Defour, l'auteur à succès en 2023 de Son odeur après la pluie. L'arpenteur des cimes publie un superbe récit de réparation et d'élévation où les étoiles tombent, comment survivre lorsque l'on se sent responsable de l'accident qui a failli coûter la vie à la personne que l'on aime plus que tout. On en parle tout de suite avec lui. Cédric Sapin-Defour, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Julia Van Elst et Benjamin Sportouche. Et on est heureux ô combien de vous recevoir à l'occasion de la parution. Alors j'en ai 2 exemplaires, un tout bousillé avec des post-it et celui-ci où l'on voit le bandeau où les étoiles tombent, votre nouveau livre. Vous avez un sens très étrange des titres après Son odeur après la pluie où les étoiles tombent, des titres énigmatiques et simples, anonymes et cosmiques. Comment ils vous viennent? La nuit comme ça, c'est des révélations? Bon, alors certainement qu'ils passent la nuit et que je ne les attrape pas, mais non, c'est la vie en fait. C'est la vie qui les offre, les titres. Voilà. Si on commence à les chercher, il vous échappe. C'est une quête perdue d'avance. Alors pour évoquer la réparation, ce long processus après l'accident, et puis tout ce qui vous a hanté et tout ce qui vous a permis à vous aussi de vous reconstruire après l'accident de Mathilde, l'être aimé, eh bien écoutez, vous avez le profil idéal et c'est Gaël Legras qui va le prouver. Cédric Sapin-Defour, vous lire incite à se poser cette bonne vieille question, cette question vieille comme la littérature, comment passer de l'intime à l'universel? Pour y répondre, vous avez donc le profil idéal. Après de nombreux livres consacrés à la montagne, au ski de randonnée et à l'alpinisme, vous publiez Son odeur après la pluie en 2023. Vous y racontez le lien puissant qui vous unit à votre chien Hubac, un bouvier bernois avec qui vous avez partagé 13 ans de votre vie. Est-ce que j'ai le droit de mettre ce grand mot d'amour? Évidemment que oui, parce que moi, je n'obéis pas à autre chose qu'à l'écoute des battements de mon cœur. En 286 pages, vous revenez sur les 1000 raisons pour lesquelles Hubac a enluminé votre existence. Écrire sur ce qu'on a vécu intimement, profondément, c'est toujours une interrogation. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'impudeur, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'exhibitionnisme et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'offrande aussi. 675 000 exemplaires vendus, traduction dans une vingtaine de langues, adaptation en BD, au théâtre et au cinéma. Les lecteurs vous disent « Votre histoire, c'est la mienne ». Aujourd'hui, il est toujours question d'amour, celui que vous portez à votre femme Mathilde. Passer l'après-midi auprès de toi est un bonheur, car une des mécaniques du bonheur est d'être précisément à l'endroit où l'on souhaite se trouver. Le 12 août 2022, vous décollez en parapente d'un sommet situé dans le nord-est de l'Italie. Derrière vous, Mathilde est victime d'un accident. Mathilde a eu cet accident. Le mouvement de Mathilde en premier lieu et le nôtre, c'est figé. Ouais, c'était un peu ça. Exactement. Elle est transportée à l'hôpital de Bolzano, hémorragie cérébrale, multiples fractures, moelle sectionnée, pneumothorax.
j'ai compris la possibilité du pire et sa proximité. Mathilde vivra. Tout au long de sa convalescence, vous rédigez des notes sans penser en tirer un livre. Puis, avec son accord, vous décidez de rendre hommage à son combat, considérant que vous n'êtes pas les seuls à avoir vu votre vie basculer d'une minute à l'autre. Page 231, vous écrivez « Pour être heureux, il me suffit d'une chose, être avec toi. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est immense. » Et Cédric Sapin-Defour. Il est pénible, ce garçon. Il picote les yeux. Vous Gaël Legras. Gaël Legras, mais oui, bien sûr, qui vous connaît bien. Dites, vous écrivez, vous commencez à prendre des notes le soir même de l'accident de Mathilde, dite Lapin, l'amour de votre vie, alors même que vous ne savez pas si elle survivra, est entre la vie et la mort. Pourquoi? Pour ne pas vous foutre en l'air? Pour tenir peut-être un début de sentiment de vague culpabilité à distance? Alors peut-être que je n'en suis pas là à ce moment-là, parce que je sais que si je ne respire pas, si je ne m'alimente pas, si je ne bois pas, je meurs. Et si je n'écris pas, je pense que je ne suis pas loin aussi de tomber. Et surtout, j'écris une lettre, en fait. J'écris une lettre, c'est tu. C'est tu. Et dans mon esprit, quand on écrit une lettre, le destinataire ou la destinataire la reçoit toujours. Donc moi, c'est mon seul petit moyen pour la retenir, lui écrire. Cet accident de parapente qui l'a cloué au sol s'est passé le 12 août 2022, le même jour où Salman Rushdie se fait poignarder pendant 27 secondes. Et vous écrivez d'ailleurs « Sale jour pour les êtres libres » que ce 12 août 2022. Oui, il y a des dates comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'on doit faire, des éphémérides, des calendriers, des coïncidences, des choses comme ça, mais quand le premier soir, pour me divertir, pour essayer de me mettre dans le cerveau autre chose que cette déflagration, que la tristesse, et puis que la peur de la mort, quoi, de la sienne et par ruissellement de la mienne, j'allume la radio et j'entends ça. Et alors, on y met ce qu'on veut, hein, on y met ce qu'on veut derrière, mais ouais, c'est un sale jour pour les êtres vigilants, résistants et libres. Et libres, que vous êtes, tous les deux, que vous étiez, que vous considériez être et vous pensiez invincible, vous et elle. Ah bah oui, puis de toute façon, cette épreuve-là, c'est un moment qui remet en ménage, en remue-ménage toutes nos certitudes sur la liberté, sur la fin de vie, sur ce qu'on fait. Voilà. Alors vous écrivez, vous le dites, hein, vous avez craint l'impudeur, l'indécence à faire de cette histoire un matériau littéraire. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à le coucher sur papier et à le publier? Alors c'est pas c'est qui, c'est Mathilde en fait. Voilà, c'est la seule. C'est la seule qui pouvait être la maîtresse de la destinée de ce livre. Moi, je me souviens vraiment, mais alors très concrètement, d'un épisode de bagarre intérieure entre une part de moi et une autre part de moi, l'une considérant que c'était d'une indécence folle que de faire de la souffrance de Mathilde un matériau littéraire, et puis l'autre qui n'avait encore pas des raisons très explicites, mais qui me soufflait que en fait, ça en valait la peine. Et cette joute, elle a duré le temps qu'il fallait. Et un jour, Mathilde l'a arbitrée. Elle m'a dit oui et non. Elle m'aurait dit que oui, je l'aurais suspecté d'amour. Et ce n'est pas toujours la meilleure, la raison la plus objective, mais en fait, elle m'y a encouragé. À propos de l'amour, parce que c'est le récit d'une réparation, d'un retour à l'existence, mais c'est aussi une sorte d'autodissection. Vous examinez, vous revenez, vous analysez tout ce qui vous traverse. Il y a cette phrase « Je réfléchis à l'amour que je te porte, puisque tu es comme à la fois mon petit enfant et une vieille personne. Tu es diminué, et craignant que trop t'admirer l'abîme, cet amour. » Vous écrivez ça, vous osez l'écrire. Elle l'a lu d'ailleurs. Elle l'a lu. Elle a tout lu. Elle l'a lu, alors oui, on peut parler de ça, parce que c'était un moment très fort. Alors quand elle a lu le livre, je peux vous dire que c'était pas super confortable pour moi. Oui. C'est un moment où je tournais comme un fauve. Elle l'a lu sans lire les journées, sans lire le J, parce qu'en fait le livre il est séquencé avec 7 journées du 12 août et les jours d'après. Elle n'a pas lu. Elle n'a pas lu ce jour-là, elle a lu les suivants, et elle est venue me voir, elle m'a dit que ça y est, elle savait qu'elle n'allait pas mourir. Et ça, à partir du moment où elle savait qu'elle n'allait pas mourir, elle a bien voulu revivre ce J et s'y frotter. L'amour, oui. L'amour, c'est un moment où on le dissèque. C'est un moment où on va chercher ce qui est de l'ordre de l'amour, ce qui ne l'est pas. Ce qui est de l'ordre de la pitié, ce qui est de l'ordre de la bienveillance, de l'accompagnement. On pense aussi que l'amour est une condition totalement suffisante pour être bon aux côtés de l'autre, dans ce rôle d'aidant. Mais en fait, ce sont des fondations, mais le reste, il faut le construire. On n'a pas le mode d'emploi. Et bien justement, aidant, accompagnant, vous le fûtes.
pendant des mois, des longs mois. Cédric Sapin-Defour, on va en parler de ce que c'est qu'être aidant avec vous, Julia. Il y a des millions de Français qui doivent l'assumer, ce rôle. Tout à fait. En France, 1 personne sur 5 est aidante. Ça représente un peu plus de 9 millions de Français. Des personnes qui soutiennent chaque jour un proche en perte d'autonomie, un proche malade ou en situation de handicap. Une étude récente montre que l'aide la plus fréquente, eh bien, c'est le soutien moral. Et puis, en deuxième position, vient l'aide dans la vie quotidienne. Alors, il y a une reconnaissance de l'État envers les personnes aidantes. On rappelle qu'ils peuvent bénéficier de soutien financier ou de congés spécifiques. Mais ces personnes-là, elles sont bien souvent invisibilisées. Et c'est pour cela qu'il y a 1 an, le ministère des Solidarités a lancé une campagne nationale. Regardez. Je m'appelle Jean-Michel et je suis aidant pour mon épouse, Dominique, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. On devient indispensable. J'étais entièrement pris par cette situation. C'est quand j'ai eu besoin d'aide qu'on m'a dit que j'étais aidant. Il faut tout de suite se tourner vers des professionnels parce que ça va être difficile. Oui, le quotidien peut être difficile avec des risques de burn-out, d'épuisement. On estime que 49% des aidants souffrent de leur situation. Cédric Sapin-Defour, dans votre livre, vous racontez qu'un médecin, un jour, vous a dit « On néglige presque toujours le trauma de ceux qui restent debout ». Est-ce que vous avez souffert d'une forme de détresse ou peut-être de stress post-traumatique après ces longs mois d'accompagnement de votre épouse ? Ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, je sentais que je m'asséchais et que je perdais en vitalité. Et c'est le moment où on doit disposer le plus, le mieux de ressources pour les donner à l'autre. Et l'aidant, alors sans jouer sur les mots, mais l'aidant, à ce moment-là, il a besoin d'être aidé. Et il a besoin qu'on mette des mots. À partir du moment où notre corps n'est pas écrabouillé, à partir du moment où on n'est pas serti de 1000 cicatrices et qu'on n'est pas alité pendant des semaines, on se plaint vraiment du bout des lèvres. Et il faut à ce moment-là des êtres se faire aider. Voilà, affectivement non impliqués, neutres, et qui nous disent que si on devient complètement vide, on est inutile. Vous faites une suggestion qui pourrait être prise par la sécurité sociale et les gens qui nous gouvernent. Page 337, vous évoquez le coût astronomique du sauvetage d'une vie. 8 000 € pour ce transfert en hélicoptère. Vous dites, j'accompagnais pendant la femme qui valait 3 milliards. Et vous dites, et si en bas des relevés de santé, là où on nous réclame 0 en France, un chiffre en petit indiquait quelle fortune contient le maintien de notre vie. Ça aiderait à la solidarité et à la prise en compte d'un certain nombre de choses. À cette prise de conscience, évidemment. Moi, je me souviens être devant la chambre de soins intensifs et de voir ce que coûtait Mathilde à la société. Alors déjà, je me suis dit qu'on vivait dans un beau pays. Je sais qu'il est plus profitable de dire et de râler et de grogner. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vigilant à des dégradations d'un système, ce n'est pas ça. Mais à partir du moment où il n'y a pas de prix, on considère qu'il n'y a pas de valeur. Et en fait, derrière ça, moi, je suis très heureux, encore plus aujourd'hui, de cotiser, de me dire que cet argent invisible qui part de mon petit compte, il va aider une Mathilde quelque part. Oui. Merci Cédric Sapin-Defour. Le pouvoir du beau, c'est au cœur de ça où les étoiles tombent. Ben oui. Merci. Soyons poreux au beau. Soyons ouverts au beau et à l'émerveillement. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On va passer à notre débat sur la crise politique, justement, qui tétanise et qui consterne les Français. Les jeux semblent faits. L'Assemblée n'accordera vraisemblablement pas sa confiance au Premier ministre lundi prochain. Si une dissolution avait lieu, le Rassemblement national serait-il vu par les Français comme un recours, ainsi que l'affirment ses responsables? Est-il prêt à gouverner? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. À Matignon, François Bayrou joue le tout pour convaincre les groupes politiques de ne pas le laisser tomber lundi lors du vote de confiance. Mais le Premier ministre a du souci à se faire. Nous ne voterons pas la confiance. Non sur la forme, non sur le fond. Nous ne voterons pas la confiance à François Bayrou et à Emmanuel Macron pour l'ensemble de leur œuvre. Le Premier ministre a pourtant tenté d'amadouer la droite et l'extrême droite avec 2 projets de décret visant à réduire l'aide médicale d'État destinée aux étrangers sans papier. Raté. Il a fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable. Nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide. De quoi donner des ailes à Jordan Bardella, qui se verrait bien Premier ministre. D'autant que Nicolas Sarkozy, figure de la droite, soutient la stratégie d'une dissolution sur fond de sondages favorables au RN. Si les Français étaient de nouveau appelés aux urnes,
le RN et l'UDR d'Éric Ciotti arriveraient largement en tête au premier tour des législatives. Déjà en campagne, Jordan Bardella multiplie les opérations séduction, lettres aux entrepreneurs, bain de foule, il déroule son programme. La question du pouvoir d'achat n'est pas traitée, l'hyperfiscalité du pays n'est pas traitée, l'insécurité n'est pas traitée et l'immigration continue d'exploser. Et ça, c'est la responsabilité directe des macronistes et des LR qui se partagent le pouvoir depuis 2017 dans notre pays. Mais le Rassemblement national a-t-il les troupes nécessaires pour conquérir le pouvoir? Des candidats sulfureux, racistes ou mal préparés ont dû être écartés. Le RN assure s'être séparé des brebis galeuses. On tire toujours les leçons des erreurs qu'on a pu commettre. Nous, on s'améliore en permanence. Alors le RN est-il vraiment prêt? Les Français seront-ils tentés de le porter au pouvoir pour essayer? Une possible dissolution se révélerait-elle une stratégie gagnante pour le Rassemblement national? Nos trois invités pour ce débat, Vincent Jarousseau, bonsoir, photojournaliste et documentariste. Votre dernier livre, Dans les âmes des urnes, 10 ans à la rencontre de la France qui vote RN, évidemment d'actualité par rapport à ce débat, est paru aux arènes. Selon vous, le RN, le Rassemblement national, attire de nouveaux électeurs parce qu'il apparaît comme le seul parti cohérent et uni, même si vous jugez qu'il est plutôt dans une phase de stagnation, avec la cote de popularité de ses dirigeants qui a baissé suite aux ennuis judiciaires de Marine Le Pen. À côté de vous, Pascal Perrineau, bonsoir, politologue, professeur émérite des universités. Votre livre a signalé le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République, chez Odile Jacob, paru l'année dernière. Selon vous, cela fait déjà un certain temps que le RN est aux portes du pouvoir. Il pourrait progresser sans atteindre la majorité absolue aux prochaines élections. Son principal problème, ça c'est selon vous, c'est qu'il a peu d'alliés. C'est une puissance solitaire. Et à côté de vous, Pauline de Saint-Rémy, directrice adjointe de la rédaction de Politico France. Votre dernier essai, La surprise du chef sur les coulisses de la dissolution, aux éditions de Noël. Selon vous, le RN a tiré le bilan de ses candidats brebis galeuses lors des dernières législatives. Ils travaillent depuis à renforcer leur recrutement et leur programme. Mais si une dissolution survenait très rapidement, vous pensez qu'il y aurait encore de nombreux couacs? Et on démarre avec la stat du jour. Oui, le sondage du jour. Une écrasante majorité de Français, 82%, jugent que la récente actualité politique est un spectacle navrant, je cite, donné par une classe politique pas à la hauteur de la situation. C'est un sondage ELAB et lorsqu'on leur demande les mots qui décrivent le mieux leur état d'esprit face à cette situation, eh bien, ils parlent d'inquiétude, d'exaspération et de colère. Pascal Perrineau, est-ce que cette défiance peut servir de carburant pour un parti comme le RN qui est vierge de toute expérience politique? Avec cet argument massu, on va les essayer. Bien sûr, et d'ailleurs ça sert la logique de montée régulière du RN depuis 15 ans. Ça la sert, puisqu'au fond, on est passé d'une défiance qui était déjà là, il y a une quinzaine d'années, mais qui n'avait pas pris l'aspect d'une véritable haine de la politique. Maintenant, on le voit derrière ces chiffres, 82%, etc., ça n'est plus de l'indifférence, c'est de l'hostilité, de la haine de la politique. Et il n'y a pas 36 partis aujourd'hui qui sont susceptibles, si vous voulez, de faire de ce rejet très profond de la politique une force politique. Il y a le RN, parce que le RN, en effet, il ne gouverne à peu près rien, il n'a jamais rien gouverné, il y a une ville ou deux, il n'y a aucun département, aucune région. Donc il n'a pas l'expérience du pouvoir. Donc d'une certaine manière, il a une certaine virginité. Ça fait sa force, mais on le verra peut-être tout à l'heure, mais ça peut faire sa faiblesse. Vincent Jarousseau, vous y voyez, vous, sur le terrain, vous êtes allé sur le terrain pendant très longtemps, un point de bascule, certains qui n'auraient jamais voté RN et qui se disent maintenant, pourquoi pas? Allons-y. On a assisté à un point de bascule déjà depuis 2-3 ans. Enfin, je veux dire, entre 2022 et 2024, si on se réfère aux dernières élections législatives, on voit déjà une progression en voix et en pourcentage extrêmement conséquente, une forme d'élargissement de l'électorat du Rassemblement national, un élargissement de sa base sociologique. C'est-à-dire qu'on avait un électorat qui était principalement cantonné aux anciens bassins industriels du nord-est de la France et sur la côte d'Azur, avec une sociologie différente. On voit qu'il y a une pénétration de cet électorat dans l'ensemble des régions françaises et notamment, et ça c'est, je pense, très important, on ne le pointe pas suffisamment, du côté des classes moyennes supérieures. Et c'est un comportement politique, mais qui correspond aussi à des modifications de comportement individuel dans le rapport à la société, une forme de montée de l'individualisme, des valeurs, où finalement, d'une certaine manière, on a des classes moyennes supérieures qui sont dans un phénomène d'imitation des élites.
qui sont dans une forme de séparatisme avec l'ensemble de la population française. Pauline de Saint-Rémy, ce qui se passe en Europe peut aussi aider le RN, bien sûr, l'effet Mélanie. Vous travaillez sur l'Europe, vous avez cette vision un peu en surplomb. Est-ce qu'en effet, ça peut aussi déculpabiliser certains de voter en disant voilà ce qui se passe ailleurs, eh bien on le fait avec moins de scrupules aujourd'hui? Alors, je ne suis pas sûre. Je pense que Mélanie, on en parle beaucoup dans la classe politique française et ça a certainement beaucoup de conséquences. Mais alors, je suis surtout auprès des politiques français. J'en entends plus parler chez les républicains de Mélanie. C'est-à-dire, je le vois plutôt dans ce sens-là. Il parle d'une post-populiste, post-fasciste. Et quelque part, c'est plutôt chez eux, je pense, la tentation du rapprochement avec cette ligne-là, elle est plutôt chez les républicains en France. Moi, je pense que le contexte mondial, qui commence à dater un peu, de forte poussée des populismes, évidemment favorise libère tout ça. La parole, favorise le vote RN. Mais je parlerais même tout simplement de Donald Trump. Quelque chose que j'entends très souvent autour de moi, c'est que même chez des Français qui sont un peu horrifiés par certaines choses chez Donald Trump, ils apprécient, et notamment des personnes de droite, apprécient chez Trump le côté « je fais ce que je dis ». Et ça, c'est quelque chose, c'est un ressort sur lequel, à mon avis, le RN, notamment du fait qu'ils n'ont pas encore exercé le pouvoir, pourra jouer. Oui. Et Pascal Perrineau, en même temps, il y a ce RN qui a été affecté par les affaires, la condamnation de Marine Le Pen pendant l'affaire des assistants parlementaires européens. Est-ce que ça joue un rôle quand même dans la perception des Français ou pas? Ils ont perdu tout de même 2 députés dans des élections législatives anticipées. Bien sûr, ça a un peu érodé leur image, mais quand vous regardez toutes les affaires, ça n'est pas nouveau les affaires et le Rassemblement national, vous apercevez à chaque fois il y a un affaiblissement conjoncturel et puis la dynamique reprend. Pourquoi la conjoncture, au fond, même lorsqu'elle prend l'aspect parfois de scandale, etc., ne les atteint pas profondément? C'est parce que les racines de la dynamique du Rassemblement national sont extrêmement profondes et qu'elles n'appartiennent pas tellement à la sphère politique. C'est un malaise davantage culturel, extrêmement profond, ce que jadis un de mes amis et collègues, Laurent Bouvet, appelait l'insécurité culturelle. Des gens qui se sentent en situation, en effet, extrêmement insécures, qui sont traversés par des peurs, des inquiétudes, des angoisses. Et tout ça, en effet, trouve un débouché quasi naturel, avec de multiples guillemets, dans le vote en faveur du Rassemblement national. Vincent Jarousseau, il n'y a pas que ça? Il n'y a pas que ça, je pense qu'on ne peut pas comprendre la nature du vote Rassemblement national et globalement de la montée de l'extrême droite dans l'ensemble des pays occidentaux sans observer les mutations et les bouleversements socio-économiques qu'on a traversés depuis 50 ans. Alors si on part sur une période plus récente, c'est aussi une société qui s'est extrêmement hiérarchisée, notamment autour du travail. On n'en parle pas suffisamment, mais une des causes profondes du vote Front National, mais au-delà de ça, de la crise démocratique que nous vivons, c'est aussi et d'abord une crise du travail qui traverse très profondément notre pays. On a des millions de concitoyens qui se sentent quelque part prisonniers de leur travail, qui n'ont peu d'autonomie, qui n'ont peu de possibilités d'évolution. Et vous parliez de sentiments d'insécurité culturelle. Il y a surtout auprès des électeurs du Rassemblement national, du moins ceux que j'ai pu rencontrer au cours de ces 10 dernières années, et c'est un sentiment qui s'est plutôt accentué, une forme de sentiment d'appartenance du camp de ceux qui ne font pas partie du camp des sachants. Et la question du diplôme, elle est importante et elle demeure une permanence encore aujourd'hui, et ce malgré l'élargissement de la base électorale du Rassemblement national. Pour en revenir à la dynamique politique, on voit que François Bayrou semble vouloir donner des gages au Rassemblement national. L'exécutif, par exemple, envisage peut-être de restreindre l'accès à l'AME. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Pauline de Saint-Rémy, cette décision, par exemple, cette hypothèse? C'est François Bayrou qui tente le tout pour le tout. Je voulais justement, puisqu'on parle vraiment de politique, revenir une seconde sur le chiffre dont parlait Benjamin Spartouche, de 82% de Français qui jugent le spectacle politique affligeant. Je crois que je ne sais plus quel était le terme. Navrant, voilà. Pareil. On est dans les synonymes. Ce que je trouve intéressant, pour le coup, c'est que ça pose une question, en fait, quand même, pour le Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, ils ont 120 députés, ils font partie du spectacle politique. Il y a quand même une question là, ils réclament une dissolution. C'est quelque chose auquel ils ont réfléchi. Ce n'était pas une évidence absolue, parce qu'on dit aussi beaucoup, et c'est là-dessus que jouent les Républicains, par exemple, Laurent Wauquiez notamment ce matin, les Français attendent de la stabilité. Donc, y compris chez certains députés RN, il y avait une hésitation. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'appeler à une dissolution? Moi, il y a un autre chiffre qui est moins spectaculaire. Alors, je vous prie de m'excuser parce que je ne me souviens plus de quel institut ça provenait. Moins spectaculaire, mais
à mon avis, presque tout aussi frappant, et je sais qu'il a été remarqué au gouvernement, c'est, je crois, 54% des Français, corrigez-moi si je me trompe, qui souhaitent de nouvelles élections. Et ça, même personnellement, ça me surprend. Ils ont été votés il y a 1 an, 2 fois, et ils ont déjà envie de retourner aux urnes, comme s'ils avaient le sentiment qu'on ne les écoutait jamais. Ça, c'est peut-être la chose la plus inquiétante, je pense. Et c'est pour ça que Marine Le Pen appelle à une dissolution ultra rapide ? Alors, il y a plusieurs raisons. Pour l'instant, c'est la seule, je dirais, à le faire aussi ouvertement. Un petit peu Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, mais lui appelle plutôt à une démission d'Emmanuel Macron, ce qui est un peu différent. Moi, de ce que je vois pour l'instant, c'est qu'il y a un équilibre qui ne serait pas forcément bouleversé avec une nouvelle élection. Et je pense que l'ensemble de la classe politique, au-delà du Rassemblement national, le sait. Le point d'achoppement actuel, parce que... quand même revenir à la séquence du débat budgétaire et des annonces de François Bayrou, c'est cet été, c'est que les thématiques qui sont quand même remontées sont quand même des thématiques où on demande en gros aux Français de faire des efforts, notamment aux salariés, qui correspondent au cœur de l'électorat du Rassemblement national. Et avec un paradoxe, c'est que jusqu'alors, de ce que j'ai pu entendre du Rassemblement national, il n'y a pas de remise en cause profonde de la fiscalité telle qu'elle s'organise depuis, avec cette politique de l'offre, il n'y a pas une remise en cause de cela. Vous parliez des 82% tout à l'heure, mais il y a d'autres sondages qui sont sortis. On a par exemple 80% des Français qui sont pour la suppression des niches fiscales, on a 76% des Français qui sont pour le rétablissement de l'ISF, on a 84% des Français qui sont pour taxer les super profits. Je n'entends pas le Rassemblement national sur ces sujets. Alors, à propos des calculs politiques de Marine Le Pen, vous nous décryptez et déconstruisez tout ça, Julia. On va parler de cette hypothèse que les élections législatives seraient un moyen, peut-être pour Marine Le Pen, de tenter de faire sauter l'inéligibilité. Car en cas de nouvelle législative, la députée du Pas-de-Calais compte se représenter, c'est en tout cas ce qu'elle a affirmé au mois de juillet, sauf que Marine Le Pen, souvenez-vous, est inéligible depuis sa condamnation en mars en première instance dans l'affaire donc des assistants parlementaires européens. Mais vous allez voir que le RN a peaufiné son scénario. Marine Le Pen déposera sa candidature en préfecture, mais ce sera retoqué. Elle pourrait donc saisir le tribunal administratif et le Conseil d'État, mais il y a de fortes chances que ces voies-là échouent et donc elle ne pourra pas se présenter aux élections législatives. Ce que Marine Le Pen a dans son viseur, c'est surtout le Conseil constitutionnel. Ce qu'elle espère, c'est que le Conseil constitutionnel juge la peine d'inéligibilité disproportionnée et que donc elle puisse se présenter surtout à la présidentielle. C'est pour ça qu'elle compte déposer une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel allant dans notre sens, je ne serais pas étonnée qu'il casse l'inéligibilité. C'est ce qu'espère en tout cas le secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée nationale. En tout cas, en attendant la décision des sages, je vais vous poser la question, Pauline de Saint-Rémy. En attendant la décision des sages, Marine Le Pen reste de facto la candidate naturelle et relègue au second plan Jordan Bardella. Est-ce que pour vous, Pauline de Saint-Rémy, ça peut marcher ou pas cette stratégie-là de se saisir du Conseil constitutionnel ? Je ne crois pas. Je crois. En fait, ce qui met en cause précisément, c'est l'application immédiate de l'inéligibilité. On est dans le détail, et moi-même, je ne suis pas juriste, mais je me suis penchée un peu sur le sujet. Si j'ai bien compris, les chances que le Conseil constitutionnel lui permette d'être candidate aux élections législatives, en tout cas, sont inexistantes. D'ailleurs, c'est assez mystérieux pour moi. Je ne comprends pas pourquoi au Rassemblement national, et effectivement, je vous confirme que les proches de Marine Le Pen ont mis au point toute une stratégie. Ils ont retrouvé une jurisprudence de 2017 comme quoi le Conseil constitutionnel pourrait se prononcer en une semaine. C'est totalement faux. Il faudrait au moins 6 mois pour que le Conseil constitutionnel se prononce. Donc ça n'arrivera pas. Du coup, je trouve que ça ressemble un petit peu à une tentative désespérée de Marine Le Pen qui s'inquiète de ne pas pouvoir surtout à terme être candidate à l'élection présidentielle. En revanche, il va y avoir son procès en appel. Il est tout à fait possible à ce moment-là qu'elle retrouve le droit de se présenter en 2027, notamment si elle change de défense. On va pas refaire son procès, mais là, je pense que là, elle a une chance d'être candidate à la présidentielle. Pascal Perrineau, si dissolution il y a pour avancer, est-ce que, en effet, le Rassemblement national peut espérer jouer contre le front républicain, cette fois-ci qu'il n'y ait plus de front républicain, qu'en fait les électeurs se disent on a déjà fait le coup il y a quelques mois, et bien cette fois-ci ce ne sera pas le cas, et de ce fait obtenir une majorité plus forte, voire absolue. Il commence à y avoir des enquêtes sur les intentions de vote aux législatives, et il y a 2 choses intéressantes. Le Front National reste de très loin le premier parti. Il est à 32-33%, c'est de manière claire la première force politique en France, et il creuse son avantage par rapport au second. Le second arrive avec 15%.
C'est-à-dire on passe du simple au double. Donc il a presque une position de parti dominant. Ça, c'est le deuxième. C'est qui le second C'est qui le second parti? Le second, on se bat entre la gauche et ce qui reste de la majorité présidentielle. Et on ne sait pas si la gauche sera unie ou désunie. Bon, voilà. Deuxième remarque, les élections législatives, elles ont été inventées pour ça en France. Ce sont des élections à 2 tours. Et donc, le tour décisif, c'est le deuxième tour. La dernière fois, à la surprise générale, le Front républicain a joué assez massivement. Cette fois-ci, les Français disent qu'on les a pris une fois, qu'on ne les reprendra pas une deuxième fois. 53% d'entre eux rejettent la stratégie du Front républicain. Voilà. Mais attention, que feront-ils dans les urnes lorsqu'il y aura le ou la candidate du Rassemblement national et le ou la candidate du camp différent? Donc on peut avoir, oui, une érosion, une disparition totale de ce que l'on appelle le Front républicain. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un doute par rapport aux capacités à gouverner d'un parti dont on peut se sentir proche, dont certains thèmes, on peut se dire, bon, au fond, ils n'ont peut-être pas tort. Mais on doute qu'ils puissent gouverner. Et ça, si vous voulez, toutes les enquêtes montrent que ce doute perdure. Il s'est affaibli, bien sûr, au cours des 10 dernières années, mais ce doute perdure. Alors, il y a une autre question, outre le Front républicain, c'est les digues vont-elles tomber, cette fois-ci, entre la droite classique et le RN? Écoutez le président du groupe droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, son attitude en cas de gouvernement RN. On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Nicolas Sarkozy estime que le RN est aujourd'hui dans l'arc républicain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, bien sûr. Enfin, c'est une évidence. Évidemment, un parti qui se présente à des élections, qui a des élus et qui n'est pas interdit et qui est légal, bien sûr qu'il est dans l'arc républicain. Vincent Jaurès, sur le terrain, est-ce que les électeurs de droite, des Républicains, qui montent dans les sondages, sont prêts à cette alliance cette fois-ci? Non, mais il y a une réalité depuis, on va dire, quelques années, maintenant, depuis 2022, qui progresse, c'est que le vote utile à droite, c'est le vote pour le Rassemblement national. Les transferts d'électeurs de la droite républicaine, y compris aussi de Renaissance. On a vu des transferts importants de voix, notamment dans le sud de la France, de Renaissance, vers le Rassemblement national, est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y a aussi de la part, aussi bien de Renaissance que de la droite républicaine, il y a une compatibilité sur certaines questions, notamment sur le thème de l'immigration, qui revient quand même assez souvent. Une porosité quand même extrêmement forte. Donc assez naturellement, les électeurs, donc on a des dirigeants à droite aujourd'hui qui, quelque part, valident cela. Maintenant, de là à aller vers des accords programmatiques de participation, je ne pense pas. On n'en est pas là. Parce qu'il y a l'idée d'exister en tant que parti. Il y a une hypothèse qu'on n'a pas évoquée, soyons fous. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à votre avis, Pauline de Saint-Rémy, serait prêt à nommer un Premier ministre RN en se disant, les Français constateront peut-être l'incurie de la gouvernance, et comme ça, il ne se passera rien, ou je serai débarrassé, ou on sera débarrassé pour 2027. C'est un calcul qui pourrait être diabolique, mais ça pourrait être envisagé. Il y a un an, on s'est déjà demandé, quand il a décidé de dissoudre la surprise générale, si c'était le calcul qu'il faisait. Personne n'aura jamais, je veux dire, la vraie réponse. La seule chose qu'on sait de façon certaine, alors justement, le livre que j'ai dirigé sur le secret, les coulisses de la dissolution, on le racontait dans le détail, le soir où il annonce à ses troupes pourquoi il a décidé de dissoudre. Alors, il y a des éléments de langage, on va dire, sur le thème, on va renverser la table, etc. Et tout, mais il finit par dire mieux vaut Bardella, en somme, à Matignon aujourd'hui que Le Pen à l'Élysée en 2027. Ça, je pense que ça résume assez bien sa pensée. Ça voulait dire, à minima, qu'il était prêt à courir ce risque. La seule chose, c'est que là, on est 1 an plus tard, on est quand même beaucoup plus proche de la prochaine élection présidentielle. Et ce que ça change, à mon sens, c'est que si le RN arrivait aujourd'hui à Matignon, ils auraient beaucoup moins de temps pour exercer le pouvoir, ce qui est plutôt une bonne chose pour eux. C'est moins de temps pour exercer le pouvoir, en si peu de temps. Moins de chances d'être jugé sur un bilan qui serait un petit peu faible. Et donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas prêt à prendre ce risque. En tout cas, il n'en a pas du tout envie. Attendez, pour poursuivre et pour alimenter le débat, je vous propose une archive pour voir comment le RN fait le bilan de ses candidats plus que discutables aux législatives. Juillet 2024, regardez. Une candidate obligée de se retirer après la découverte d'une photo la montrant portant une casquette de sous-officier nazi. Depuis plusieurs jours, certains profils investis par le RN embarrassent, comme celui de Paul Vert de Sauras en Mayenne. Interrogée par un média local, elle se défend alors d'accusations de racisme. J'ai comme
ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. De quoi provoquer un certain malaise au sein du parti. D'autres propos font aussi polémique dans l'Yonne, ceux de Daniel Grenon. Lors d'un débat pour un journal régional, le candidat est interrogé sur l'interdiction de certains postes aux binationaux, proposition de son parti. Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016. Ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Pascal Perrineau, on nous avait dit que le RN s'était professionnalisé. On a vu que ce n'était pas le cas en 2024, mais est-ce qu'il a depuis changé, progressé? Est-ce qu'il y a un plan Matignon 2? Il y en avait un qui a échoué. Le deuxième pourrait-il fonctionner parce qu'ils ont changé? Si vous regardez ça sur la longue période, ça n'est plus le parti complètement de militants, forcenés, de l'ultra-droite qu'ils étaient, bien sûr, lorsqu'ils sont apparus sur la scène politique française. Il y a eu des apports extérieurs, il y a eu un renouvellement de génération. Bardella en est tout à fait symptomatique. D'autres partis n'ont pas réussi à opérer ce renouvellement de génération. Et puis, sur le débat qu'on avait tout à l'heure, tout de même, vous savez, on est dans des démocraties européennes. Qu'est-ce qu'on fait dans une démocratie parlementaire en Europe? Normalement, on demande à l'homme ou la femme qui dirige le parti qui est en tête d'essayer de former un gouvernement. Donc, si le président de la République se retournait vers M. Bardella ou vers Mme Le Pen pour former un gouvernement, il n'y aurait rien de choquant. Et on les mettrait devant cette responsabilité. Peuvent-ils ou non arriver à former un gouvernement? Je vous sens, très rapidement, quand même, on voit qu'il y a une opération de communication depuis quelques jours pour dire, voilà, on a compris, on fait le nécessaire et on sélectionne le candidat. Il y a un travail qui est fait depuis plusieurs mois. Mais il y a quand même une réalité. Moi, je ne m'inscris pas dans ce que vous dites sur ce parti qui se serait professionnalisé. Oui, on a rénové d'une certaine manière la façade, mais enfin, on a quand même toute une série de groupes violents de l'ultra-droite aujourd'hui en France où il y a là, pour le coup, une véritable porosité avec le Rassemblement national. C'est quand même une réalité aujourd'hui qui prend en plus de l'ampleur. Donc le mouvement n'est pas forcément... Le débat se refera d'ici quelques semaines, ici même à ce propos. Merci en attendant à tous les trois d'être venus nous aider à y voir un peu plus clair. Dans un instant, on va rester dans l'actualité, mais vue par Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. La victoire militaire de la Chine sur le Japon il y a 80 ans a été célébrée hier à Pékin lors d'une démonstration de nationalisme agressif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis photomaton, les cabines qui vomissent leurs 4 clichés pour 10 balles. On s'entend. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par l'infatigable Thibault Nolte. Eswatini, c'est l'ancien Swaziland d'une micro-monarchie africaine, limitrophe du Mozambique, qui réclame $1 demi-milliard à Donald Trump. Pourquoi? Vous allez tout comprendre, c'est entendu. 5 migrants sont envoyés en Eswatini. L'Eswatini, petit royaume africain. L'Eswatini, l'ancien Swaziland. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Eswatini, ou Royaume d'Eswatini, désigne un petit pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, connu sous le nom de Swaziland jusqu'en 2018. Cette dictature fait partie des pays qui acceptent d'accueillir les étrangers indésirables aux États-Unis, un service qu'elle facture, selon le Grand Journal de New York, $500 millions pour 5 détenus. En juin, la Cour suprême américaine a autorisé l'administration à expulser des criminels étrangers vers un pays tiers sûr, quand leur pays d'origine refuse de les reprendre. Pourtant, l'Eswatini est mené à la trique depuis 1986 par un roi tyrannique, 18 ans lors de son couronnement, et les occupants de ces royales prisons sont sujets à la torture. L'Eswatini, 200 km par 130, compte 12 ambulances publiques pour 1 200 000 sujets qui vivent à 60% sous le seuil de pauvreté et dont l'espérance de vie est de 57 ans. La critique est malvenue. En janvier 2023, juste avant l'exécution d'un opposant, 3 balles chez lui, en famille, le roi avait déclaré « Faudra pas pleurer si des mercenaires viennent vous tuer ». Mais le monarque évangéliste de cet ex-protectorat britannique, qui raquette son économie de $130 millions par an, 8% du budget national, autorisant ainsi ses 16 épouses, choisies fort jeunes lors de défilés seins nus, à flamber chacune $170 000 d'argent de poche lors de week-end shopping à Dubaï, on veut plus. D'ailleurs, l'UE reste le 2e bailleur de fonds de l'Eswatini et la déportation déléguée de ce que le département américain de la sécurité intérieure appelle « des monstres dépravés ». Une nouvelle manne pour son roi amateur de Rolls et un nouvel avatar de la diplomatie transactionnelle, Pactole contre Pourri. Eh bien, ça n'est pas Jojo. Merci Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit.
Vous êtes prêts pour vos chroniques? Allons-y. Oui. Allons-y. Alors, démonstration de force à Pékin hier, défilé militaire géant pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Du point de vue de la Chine, c'était cette date, le 3 donc, en présence du Russe Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, le Nord-Coréen. Oui, et le 3 septembre, Et une oui. date lourde de sens, parce que bien souvent, la date que nous retenons pour l'Asie, c'est le 2 septembre 1945, quand une grande cérémonie est organisée dans la baie de Tokyo, sous l'égide des Nations Unies, pour la signature de la capitulation du Japon à bord du cuirassé Missouri. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors on sait bien, en Europe, il y a une autre date qui a été choisie, c'est le 8 mai 1945, qui d'ailleurs correspond à la mise en application de la signature la veille à Reims, le 7 mai, de la reddition allemande. Parce que c'est ça, les dates de fin de guerre, elles sont lourdes de symboles. Choisir le 8 mai 1945, c'est insister sur la victoire sur le nazisme. Et c'est mettre de côté tous les combats qui continuent au même moment. En Asie, c'est mettre de côté les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au début du mois d'août 1945. Donc pour la Chine, c'est le 3 septembre, pas le 2. Voilà, c'est ça. Le 2, c'est les États-Unis. La Chine, c'est le 3 septembre. Alors, vous avez des questions de fuseau horaire, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Déjà, choisir le 3 septembre, c'est se distinguer des États-Unis. Vous avez le 2, la signature, le 3, la mise en application. Vous savez, c'est comme le 7 et le 8 mai. Le 3 septembre est choisi par la Chine quand la Chine n'est pas encore communiste. Et puis, la date est maintenue quand la Chine devient communiste en 1949 et que Mao Tse-tung est au pouvoir. Mais choisir le 3 septembre, c'est aussi très symbolique, hein, c'est dire la Chine a combattu jusqu'au bout. Mais remarquez, si on jette un œil sur le début de la guerre, pour nous, c'est 1939. Pour les États-Unis, c'est 1941, c'est Pearl Harbor. Pour la Chine, c'est pas ça, c'est beaucoup plus tôt. C'est 1931 quand le Japon attaque la Mandchourie, et le plus souvent d'ailleurs, c'est 1937 avec l'offensive japonaise sur Shanghai. Donc vous voyez, ça bouge beaucoup. Pour le début, pour la fin, 8 mai, 9 mai, pour la Russie, et puis 2 septembre, 3 septembre, mais en tout cas en Chine, c'est l'occasion de grands défilés militaires qui flattent le patriotisme, et surtout, qui distingue la Chine des deux autres puissances, c'est-à-dire les États-Unis et la Russie. Mais pour finir, quand même, une remarque. Ces dates que l'on choisit ne signifient pas la fin des combats. En Europe, le 8 mai 1945, c'est pas la fin des combats. Les combats continuent dans les poches allemandes, notamment la poche de Saint-Nazaire. Et en Asie, c'est la même chose. Les combats continuent avec le cas extrême, célèbre d'Onoda, ce soldat japonais qui a appris que la guerre était finie seulement en 1974. C'est fou, alors qu'il était certain que la guerre allait finir tôt ou tard. Enfin, Hirohito ou Hirohita. Il y a un beau film d'Arthur Harari, Onoda, Excellent. l'homme qui a coécrit Anatomie d'une chute, mais c'est une autre histoire. Chère Marie, les photomatons ont 100 ans. Bon Voilà, anniversaire. bon anniversaire. Hein. Vous êtes jeune pour 100 ans. C'est assez fou de se dire que les photomatons ont 100 ans et n'ont pas encore disparu, alors qu'aujourd'hui, on peut se prendre en photo avec son téléphone 10 000 fois par jour, totalement gratuitement. Il y a en France encore 10 000 cabines photomatons. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans le Parisien, avec même un pic de fréquentation en ce moment, puisque c'est la rentrée des classes. Donc on va prendre le petit en photo pour le carnet de correspondance. Alors, certes, il y a des raisons objectives. Les photomatons ont su se moderniser. Dans les années 90, ils sont passés à la photo numérique. Ils se sont débarrassés du petit tabouret qui couine. Pas dommage, c'était drôle. drôle. On ne savait plus dans quel sens. Oui, on ne savait jamais dans quel sens. Bon, depuis 2010, c'est Philippe Stark, c'est toujours Philippe Stark, qui a designé un fauteuil plus confortable qui ne bouge pas et qui est rouge. Et puis, depuis quelques mois, on trouve même l'IA, l'intelligence artificielle, comment y échapper, qui vous permet, vous mettez 6 €, et donc, pouf, vous vous transformez en joueur de foot. C'est-à-dire qu'on prend votre portrait du photomaton et on le met sur un corps de joueur de foot. Ou en Indiana Jones, ou en princesse, selon votre esthétique préférée. Voilà. Bon, c'est des petites photos rigolotes qui sont qu'un bonus. Hein. Il y a 9 photomatons sur 10 qui sont prises sans sourire, sans lunettes, comme ça, l'air constipé, pour les des pièces photos d'identité. officielles. Voilà, c'est ça. Je l'ai réussi jamais, moi. D'ailleurs, en France, l'entreprise Photomaton a tellement bien fait du lobbying que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, on est passé au passeport biométrique. L'idée à la base, c'était que les photos se prenaient désormais dans les mairies qui ont été équipées d'appareils photo. Lobbying de Photomaton, ils ont réussi à conserver leur monopole des photos sur les documents officiels. Voilà, ça c'est UFC Que Choisir qui nous raconte cette histoire. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la raison qui explique la longévité des photomatons. Il y a l'émotion aussi. Il y a cette satanée nostalgie que les jeunes générations actuelles ressentent pour des choses qu'elles n'ont pas connues, comme les disques vinyles qui se vendent très bien actuellement, et comme donc cette fameuse
cabines qui flashent 4 fois, voilà, c'est ça, contre juste une petite pièce. Alors la première, elle a été installée il y a 100 ans, donc à New York, à Broadway, par un immigré de Sibérie, un certain Anatole Josepho, qui lui va vraiment vivre le rêve américain, puisqu'il a revendu son brevet 2 ans après son invention. $1 million. Il a vraiment fait fortune avec ça, un consortium qui a mis des photomatons partout dans les États-Unis, puis partout dans le monde. Certains disent de lui, je trouve ça intéressant, que le photomaton est à la photo ce que Ford est à l'auto. C'est-à-dire que ça a été un vrai outil de démocratisation et de massification de cette technologie. Alors, les artistes l'adorent, les surréalistes, ils voient une formidable manière de faire parler enfin leur inconscient, on se prend les yeux fermés. Andy Warhol, lui, il disait qu'il rêvait d'être une machine, il y passe aussi des heures avec des pièces de 25 centimes. Le photomaton argentique a une esthétique tellement marquée qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui font la queue devant des vieilles cabines qui sont réparées par des passionnés. Et puis à Paris, c'est intéressant parce que c'est un autre rêve qui cartonne en ce moment. Le rêve coréen a remplacé le rêve américain. Et ce sont des photomatons de Corée du Sud, qui imitent les photomatons coréens, qui sont en train d'ouvrir comme des champignons à Paris depuis quelques mois. On vous prête des accessoires, il y a des décors avec plusieurs thématiques. Bref, on n'a pas fini de s'enticher des vrais photos papier. Mais nous, on aime les vieux. Avec les tabourets qui tournent. Oui, c'est terminé. Demain sur Arte, chérie, à 20h05. Le club avec Renaud Dely. À lundi. Tchuss.